Bonjour et bienvenue dans Tête chercheuse. Aujourd'hui, on plonge dans la tête de Sophie Vanek. Sophie, elle est astrophysicienne, c'est aussi une grande vulgarisatrice, ça tombe bien pour l'émission. Elle étudie notamment la composition chimique des étoiles. Mais comment est-ce qu'on peut analyser ces étoiles et leur composition alors qu'elles sont très éloignées de la Terre? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Sophie est une grande passionnée, amoureuse de son domaine de recherche. Et comment ne pas l'être quand on regarde le ciel la nuit et que l'on pense à la place que nous occupons dans l'univers, petite bille bleue et verte perdue dans l'immensité de l'espace, il y a de quoi perdre pied, ou au contraire rêver. À l'expérimentarium de physique de l'ULB, gravité, force centrifuge, trajectoire d'une orbite planétaire, on peut tester donc comprendre via des expériences toutes simples les lois physiques qui s'imposent à nous. Boule, tige, petit train, en attendant Sophie, je me fais plaisir. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Eh bien enchantée. Enchantée. J'ai donné rendez-vous à Sophie ici car c'est très jeune qu'elle tombe en amour pour l'astronomie et découvre la science et ses mystères. Je t'ai apporté justement mon tout premier livre d'astronomie que j'ai découvert quand j'avais 12-13 ans. Et donc ce livre-là, tu le trouves dans une bibliothèque? Est-ce que c'est tes parents qui te l'offrent? Oui, je l'ai reçu à un anniversaire de 12 ou 13 ans. Et pour moi, ça a été une révélation, voilà, une découverte de l'univers. Je n'étais pas vraiment consciente de vivre dans un univers aussi vaste jusqu'alors. Le début d'une longue aventure. C'est à l'âge de 16 ans seulement que Sophie participe à des stages d'astronomie amateur dans les Alpes. L'occasion pour elle de prendre en photo la partie visible de ce vaste univers qui nous entoure. Du coup, on vivait la nuit parce qu'on observait les étoiles comme des astronomes professionnels finalement. Et il fallait suivre ces objets pendant assez longtemps parce que c'est des temps de pause de facilement une demi-heure. Or, comme la Terre tourne, eh bien, on a l'impression que les étoiles tournent. Et donc, si on laisse le télescope pointer dans une direction fixe, on va avoir une traînée. Il faut donc que le mouvement du télescope compense la rotation de la Terre pour rester pointé sur l'étoile. Donc c'est là, oui, en effet, que j'apprends à faire ces films, à utiliser les télescopes, à mettre en station, et puis à me familiariser un petit peu avec justement les mouvements des étoiles dans le ciel. Et pendant la fin de journée, on développait ces photos, puisqu'on prenait ces photos avec des appareils photos tout à fait classiques, des films argentiques qu'on développait. Comme à la bonne vieille époque. Comme à la bonne vieille époque. Quelques années plus tard, Sophie devient une sommité dans son domaine de recherche avec un sujet parmi d'autres, les étoiles binaires. La plupart des étoiles de notre galaxie ne sont pas des étoiles isolées, comme notre Soleil, mais ont une étoile compagnon, voire plusieurs, qui tournent autour. En fait, elles tournent autour de leur centre de masse commun. Une étoile compagnon est une étoile qui orbite autour d'une autre étoile, les deux étant liés par leur attraction gravitationnelle. Dans un système binaire constitué de deux étoiles, si l'une devient très grande, par exemple une géante rouge, sa matière peut alors être attirée et comme aspirée par son étoile compagnon. L'étoile qui perd de la matière peut alors rétrécir ou changer d'évolution et disparaître de nos caméras, ou plutôt de nos télescopes. Mais la deuxième étoile, qui a reçu de la matière transférée de la première étoile, porte donc la trace de son existence. C'est ce qu'observent les astrophysiciens. Nous comprenons mal la manière dont les étoiles fabriquaient les éléments chimiques au tout début de l'histoire de la galaxie. Mais grâce à ces étoiles polluées, qui sont des véritables fossiles de la nucléosynthèse, c'est-à-dire de la production d'éléments lourds au premier temps de la galaxie, on arrive à reconstituer cette histoire de la production d'éléments chimiques et donc comprendre l'enrichissement chimique progressif de toute notre galaxie. Et donc Sophie, tu es en quelque sorte une archéologue de l'espace. Oui, on dit parfois ça de ce domaine de recherche, en effet. De l'autre côté, au sol Bosch, si je ne m'abuse sur le toit, il y a un télescope. Tout à fait, il y a une coupole astronomique à l'ULB et si ça te dit, on peut aller y faire un tour pour que je te montre le télescope et la lunette astronomique. On va tester ça. Direction donc le toit du bâtiment qui accueille la lunette. Entre octobre et mars, l'Institut d'astrophysique de l'ULB organise depuis des années un cours public d'astronomie, ouvert à tous et gratuit. Des conférences diverses suivies pour certaines par une petite visite sous la coupole pour observer, jeter un œil dans l'immense tableau dessiné par les astres qu'on aperçoit encore, malgré la pollution lumineuse qui, il est vrai, nous prive d'une bonne partie du spectacle aujourd'hui. C'est peut-être moins impressionnant
que les photos couleurs de Hubble, mais au moins on met l'œil à l'oculaire. Voilà, et on voit soi-même. exactement, on voit directement la lumière des étoiles. C'est ça. Sophie, c'est pas ce genre de lunettes qu'on utilise pour observer en astrophysique. Non. Ça, c'est un excellent instrument pour un but didactique, explicatif pour le grand public. Mais pour nos travaux de recherche, nous allons dans des observatoires professionnels qui sont situés à des endroits où le ciel est beaucoup plus sec. Et typiquement, on va à l'observatoire de La Palma aux îles Canaries, ou alors on va au Chili, dans la Cordillère des Andes, dans cet observatoire européen austral, où il y a des télescopes, parmi les plus gros télescopes de la planète. Direction donc le Chili et le fameux observatoire européen ESO, où 150 personnes s'activent et étudient quotidiennement. Là-bas se trouvent plusieurs télescopes parmi les plus perfectionnés et performants du monde. Je contacte Thibaut Merle, post-doctorant de l'ULB qui connaît bien Sophie, et travaille sur la mise en place d'un nouvel instrument. Bonjour Marie, voilà, je suis bien arrivé à Cerro Paranal, au Chili, aujourd'hui même, avec un temps vraiment magnifique. Et vraiment, il y a un bleu du ciel très, très profond, un calme, un silence même qui est très, très apaisant. Thibaut est donc arrivé hier et m'envoie une vidéo spectaculaire du Foremost, ce spectrographe multi-objet du télescope Vista sur lequel il travaille. Cet instrument va fonctionner pendant 5 ans, non-stop. Et donc là, on est en train de vérifier pendant 2 mois si tous les objectifs scientifiques sont réalisables avec cet instrument. Et donc là, je vais observer durant une semaine avec un collègue spécialisé sur les sources extragalactiques, donc qui va observer plutôt des galaxies extérieures à la nôtre, tandis que moi, je vais me focaliser sur les étoiles de notre propre galaxie afin de mieux comprendre comment la galaxie évolue avec le temps, comment elle s'enrichit en différents éléments chimiques, mais également être capable de déterminer quelles sont les masses, les rayons, les luminosités, la composition chimique des étoiles, des différentes populations stellaires de notre galaxie. Retour à Bruxelles, Sophie m'emmène au planétarium à 2 pas de l'atomium. Quoi de mieux comme lieu à Bruxelles pour plonger son regard dans la voûte céleste. Elle m'explique donc quelles sont ces fameuses données récoltées par les scientifiques de l'ESO et ce qu'elle en fait dans ses recherches. En fait, c'est la lumière des étoiles qu'on va récolter dans les télescopes et puis qui va passer à travers des instruments qui servent à analyser cette lumière. En fait, cette lumière, elle est produite au cœur des étoiles par les réactions thermonucléaires. Elle va voyager dans toute la matière de l'étoile jusqu'à atteindre la frontière de l'étoile. Les atomes qui constituent l'étoile vont laisser une signature dans cette lumière, un peu comme un code-barre, constitué de zones sombres et de zones brillantes, ce qu'on appelle des raies spectrales. Les éléments hydrogène, hélium, plomb absorbent ou émettent de la lumière à des longueurs d'onde précises. Chaque élément laisse donc une empreinte digitale unique. Recevoir ce code-barre permet donc de connaître la composition chimique de l'étoile. Avec notre groupe à l'ULB, on a découvert les étoiles au plomb, c'est-à-dire des étoiles dont la photosphère, l'atmosphère, est très enrichie en plomb. Et ces étoiles ont en effet été polluées par une étoile compagnon qui avait fabriqué énormément de plomb. Et est-ce que vous utilisez parfois les données récoltées par les satellites dans le spatial ? Oui, tout à fait. En ce moment, on utilise les données d'un satellite de l'Agence spatiale européenne. Ce satellite s'appelle Gaia. Et Gaia a permis de découvrir des trous noirs d'un nouveau type, en particulier un trou noir qui s'appelle BH3, qui fait 33 fois la masse du Soleil, et qui est un trou noir binaire. Il y a une étoile qui tourne autour. Il s'agit de cette fameuse étoile compagnon dont tu m'as parlé tout à l'heure. Exactement, une fameuse étoile compagnon. Et on sait que c'est un trou noir parce qu'un objet qui fait 33 fois la masse du Soleil, mais qu'on ne voit pas, ça peut être qu'un trou noir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en analysant par la lumière qu'on reçoit sur Terre la composition chimique de l'étoile compagnon, on se rend compte qu'elle a une composition chimique qui n'est pas du tout standard. Elle a été polluée par l'objet qui ensuite a donné le trou noir. Or, on sait très peu de choses sur les objets qui finissent leur vie en trou noir. Et ça nous permet donc de mieux comprendre
ces objets. D'où viennent ces fameux trous noirs mystérieux qui fascinent un peu tout le monde, hein, on va petit pas peu. se mentir. Tout à fait. On va faire une petite plongée maintenant dans l'espace. Volontiers. Si tu veux bien, je te suis. Ok. Fais-moi découvrir. À l'ULB, une plateforme, le BLU, réunit tous les scientifiques travaillant dans tous les domaines du spatial. Plus de 100 scientifiques, dont de plus en plus de femmes. Ici, au planétarium, elles sont mises à l'honneur. Les visages de ces chercheuses hors pair s'affichent sur les murs du lieu. Aujourd'hui, 20% des scientifiques en astrophysique au niveau mondial sont des femmes. Sophie, je vais tester un petit tour de magie. Ouais, réussi. Tout à fait. On voit la Terre magnifique derrière nous. Oui. Étudier l'espace, c'est aussi peut-être se rendre compte de la fragilité de notre petite planète. Tout à fait. En fait, étudier l'espace, ça permet de réaliser qu'on vit sur un petit rocher, hein, une petite poussière perdue dans l'univers. Ça permet de relativiser ces choses. On ne s'en rend pas compte dans la vie courante quand on est dans notre routine, mais finalement, voilà, on appartient à un univers et on est une infime partie de cet univers, bloqué sur une petite planète. Pourquoi bloqué? Parce que les voyages interplanétaires, aller sur Mars, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est impossible techniquement, à l'heure actuelle, de faire une colonie martienne. Et par l'évolution même, eh bien, il y a une seule planète à laquelle l'être humain est adapté, c'est la Terre. On n'a pas d'autre radeau de survie dans l'univers. L'univers est incroyablement hostile à l'être humain, parce que simplement les conditions physiques qui y règnent ne sont pas celles qui nous permettent de vivre. Et donc, c'est vrai qu'il faut protéger notre planète, en prendre soin, c'est notre unique radeau de survie. Merci beaucoup, Sophie, de m'avoir fait rêver et conscientiser aussi certaines choses. Merci beaucoup, Parce que la Marie. science aussi sert à ça. Avec Rêvons un plaisir. peu. Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est super impressionnant, bruxelloise, bruxellois. Je vous invite vraiment à venir découvrir le planétarium. Je vous laisse pour ma petite séance et je vous dis à tout bientôt pour rencontrer de nouvelles têtes chercheuses.